C'est une carte postale que tout le monde nous envie. Sur la plus belle avenue du monde, là où plus de 36 millions de touristes chaque année viennent déguster nos escargots ou notre baguette. Mais ce jour-là, il règne comme un goût venu d'ailleurs. Vous allez goûter quand même. Plus qu'un événement, une consécration. Le Japon s'est trouvé une place de choix dans la capitale de la gastronomie. Une dizaine de stands de nourriture exclusivement issus du pays du soleil levant. Des recettes encore méconnues du grand public. Les takoyaki, en fait, c'est des boulettes avec un morceau de poulpe dedans. Et voilà, surtout ce qui est joli à voir, c'est la façon de la faire, en fait. Ou bien de grands classiques revisités à la sauce occidentale. Il y a des assemblages assez surprenants. Sur place, des initiés, des experts, mais aussi des badauds, venus ici pour voyager, tous animés par une même passion. Alors nous, on vend des melon pan. C'est une brioche japonaise, une sorte de brioche recouverte d'une pâte à cookies. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire découvrir ici au public parisien. Bonjour, tout va bien pour vous? À l'initiative de ce Japan Festival, Florence, salariée d'une entreprise de lobbying japonaise. Oui, tout va bien, on a plein de monde. Oh. Une campagne d'influence qui a commencé il y a 2 ans aux États-Unis. Et leur objectif est sans équivoque. Tout va bien pour vous? Tout va bien. Oui? Vous prenez des enquêtes, tout va? Vous n'avez pas de questions? Ok. Non, ça va. Les Français aiment le Japon, les Français aiment manger japonais. Et en France, on a pensé que Paris était un gros marché à prendre parce qu'il y a une grosse demande pour le Japon. Et notre but, c'est d'inonder le monde avec la gastronomie japonaise et faire connaître les merveilles du Japon et de ses plats à travers le monde entier. C'est une passion dévorante qui dure depuis plus d'1 siècle. Un amour partagé, incandescent, parfois tranchant. Une relation fusionnelle, pourtant longue distance, tant kilométrique que culturelle. 2 nations fortes de traditions gastronomiques bien ancrées dans leur histoire. Sur le papier, diamétralement opposées, a priori faites pour ne pas se comprendre. Elles se retrouvent désormais autour de la table pour qu'enfin la lune de miel ne se termine jamais. La France est aujourd'hui le premier pays consommateur de sushi en Europe et premier pays lecteur de manga au monde, juste derrière le Japon lui-même. Une pop culture qui infuse déjà depuis longtemps et qui se retrouve désormais au premier plan dans nos assiettes. La France et le Japon, un amour food. À l'origine de ces noces de riz, au milieu des années 60, une diaspora japonaise émerge dans le 2e arrondissement de Paris. 2000 Français résident à Tokyo, 20 000 Japonais vivent à Paris. Venus d'abord pour affaires ou pour études, restaurateurs et épiciers ont voulu planter les premières racines d'un petit Tokyo. Pour recréer un chez-soi loin de l'archipel, c'est par sa cuisine de rue que le Japon a retrouvé ses repères au cœur de Paris. Rue Sainte-Anne, là où tout a commencé. Sur ce seul axe, on compte une trentaine de restaurants japonais. Chaque jour, plusieurs centaines de touristes et aficionados viennent ici en quête de saveurs authentiques. Un carrefour culturel et culinaire. C'est vrai que c'est sympa par ici. Moi, j'aime bien. Ah, regarde comme c'est beau. C'est des quartiers parisiens anciens. Chloé fait partie de ces gourmets avertis. À 25 ans, la cuisine de rue japonaise n'a plus aucun secret pour elle. Mais ça, je sais pas si je t'en ai, mamie. Ah bon?
Là, c'est une cantine japonaise hyper traditionnelle et typique, c'est grave bon. Je vous ai jamais emmené Elle ici. tient à faire découvrir ce morceau de Japon à sa mère et à sa grand-mère, Bonjour. venue exprès d'Amiens. Oui. Chloé a vécu 3 mois à Tokyo, où elle a documenté tout son voyage à destination de ses 600 000 abonnés qui la suivent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des racines de lotus et j'adore. Depuis son retour, elle continue de tester les meilleures adresses du quartier. T'as envie de quoi, mamie? Bah, je sais pas, justement. Gingembre, non, parce que ça va piquer. Bah, tu vas pas cranquer dans un morceau de gingembre, hein, je te rassure. Bon, bah, je vais prendre une entrecôte. Là, t'as des donburi, donc c'est des bols avec du riz. Oh tiens, je prendrais bien une omelette japonaise. J'en ai jamais pris, moi. Ici, on ne sert pas de sushi. Au menu, des udon, de grosses nouilles épaisses à base de sarrasin. Cette adresse, je l'ai connue quand je revenais du Japon parce que je cherchais des udon froides parce que quand j'étais au Japon, il faisait super chaud. Et franchement, en fait, je suis tombée amoureuse de ce plat. Et je trouve qu'ici, on retrouve vachement les saveurs que j'ai goûtées au Japon. À chaque fois, c'est comme si je faisais un petit aller-retour Paris-Tokyo sans bouger de Paris réellement, quoi. Oh, c'est très joli. En terre inconnue, André et Valérie découvrent les traditions japonaises. Oh là là, t'as vu? C'est bon. Tiens, hop. Tu mets dans le coin de ta main et une autre que tu tiens comme un stylo. Je vais y arriver, je vais manger un grain par grain. Je suis obligée de manger avec mes doigts, ça, non? C'est bon, toi, Chloé? Ah, moi, j'adore, c'est mon plat préféré. La sauce, elle a un petit goût épicé, mais ça va. Même les pâtes froides, là, c'est pas mauvais, hein. Avant que Chloé parte au Japon, quand on voulait manger japonais, on faisait pas trop attention si c'était coréen, japonais, chinois. Pour nous, c'était asiatique. Mais on n'a pas vraiment le Japon représenté. C'est toujours un peu simplifié quand même. Comme ça, c'est des petites choses qu'on mange pas comme ça, nous. Ah, c'est pas des petits pois? Non. Oh, pour moi, c'est des petits pois. Ah bah dis donc, maman, là, quand même. Malgré quelques surprises, parfois déroutantes, Chloé a fait mouche. Sa mère et sa grand-mère sont elles aussi tombées sous le charme des saveurs nippones. Si la France est fan du Japon, la réciproque est vraie. Dans la diaspora japonaise, certains sont venus exprès pour mesurer leur savoir-faire ancestral à la plus exigeante des cuisines du monde. À quelques mètres à peine des vitrines de la rue Sainte-Anne, l'ambiance joyeuse de la street food japonaise a cédé la place à l'exigence bien française. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous avons 29 couverts, 12 réservations ce soir. Nous commencerons à la table basse, 2 couverts à 20h30. Privatisation de 150 € à facturer. Ils viennent fêter leur 15e anniversaire de mariage. Table numéro 9, 2 couverts à 21h. Réservation faite via l'hôtel Plaza Athénée. C'est mon chef. Bon service. Bon service. À la tête de cette table prestigieuse, tout ce qu'il y a de plus française, un chef japonais, Kei Kobayashi. Arrivé en France il y a 20 ans, tout droit de la province de Nagano. Rien ne le prédestinait à la cuisine et encore moins à la gastronomie de nos terroirs. J'avais 15 ans, donc j'ai regardé l'émission de télé sur émission de la cuisine française. La veste de cuisine blanche et pantalon noir. Ah, c'est élégance. Moi, je voulais ce métier. Je voulais faire la cuisine française. Arrivé au début des années 2000, entre Paris et lui, c'est le coup de foudre. Il enchaîne les restaurants et gravit rapidement les échelons jusqu'au sacro-saint, devenir second de l'illustre Plaza Athénée aux côtés du chef Alain Ducasse. J'adore la cuisine française. Produit, les sauces et les techniques. Et la cuisine terroir. Il y a beaucoup de beurre, il y a beaucoup de crème, même du fleur, des légumes, du poisson, la viande. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment magnifique. En 2020, il décroche les 3 étoiles du guide Michelin. Un triomphe qui récompense son attachement exclusif aux produits français. Ça va t'avancer, s'il vous plaît. À la carte, une cuisine de palace maîtrisée, macarons de caviar,
homard flambé et un plat fusion France-Japon, pigeon laqué au miso. C'est quoi votre plat préféré? Je pense que steak frites. Et la cuisson, c'est saignant, mais boulet saignant. L'amour de la France pour la cuisine japonaise brûle d'une flamme irrésistible. Une vague qui séduit chaque jour de nouveaux cœurs. Dans tout l'almanach de la gastronomie japonaise exportée en France, le roi n'est autre que le sushi. À Cernay, en Alsace, cet hypermarché en a fait son principal attrait commercial. Un corner de 14 mètres carrés, exclusivement dédié au sushi et à ses déclinaisons, réalisé à la minute, sur place et à la chaîne. Par rapport à aujourd'hui, on fait 3600. 3600 Oui, oui. 30% des Français consomment des sushis régulièrement. Et la moitié d'entre eux, au moins une fois par mois. Devenu produit de grande consommation, le sushi s'impose aujourd'hui comme la pizza, un classique universel qu'on trouve partout. J'adore le sushi. C'est sain et après, c'est bon, c'est trop bon. Et vous en prenez souvent des sushis? Ma femme et ma fille, oui. Tout le temps. Ils adorent ça. Il y a pour tous les prix, hein. Ça commence à, vous voyez bien, 2,90 €, 5 € jusqu'à 30 €. Donc il y a vraiment pour tous les budgets. Derrière ces stands flambant neufs, une stratégie bien huilée et des géants de l'agroalimentaire. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien. Je vous présente Marie. Bonjour, Enchantée. Marie Briquet, je suis au marketing. Marie travaille chez Anna Group, l'un des leaders de la cuisine asiatique en supermarché. Elle rencontre chaque directeur de magasin pour vérifier les ventes. C'est ma première fois dans ce magasin où on m'a dit que tout se passait bien. C'était un magasin qui tournait bien. Ça se passe très très bien. On a fait une très belle année 2024. Plateau sushi, ça reste... C'est vos meilleures ventes? Oui, c'est nos meilleures ventes. Et laquelle en particulier? Eh ben, le plateau du mois. Box du mois? Ouais, la box du mois était la première vente. Ok. Et de très loin. Hein. Vous faites 9% de votre chiffre d'affaires sur cette référence-là. Ok. Donc c'est une boîte de 15 pièces de sushi qui est vendue à 9,90 €. Donc vous avez donc des sushis saumon, des California Rolls, des makis. Et tous les mois, la recette change. Ça permet à tout le monde de pouvoir venir acheter ce genre de produit, quoi. Là, on l'a rendu accessible et du coup, on a démocratisé encore plus le sushi. Donc, quand j'ai dit ici en Alsace que je voulais installer un stand de sushi, on m'a dit non, monsieur Willem, c'est pas possible. Ici, on mange de la tarte flambée. Avec la choucroute. D'accord? Et de la choucroute, évidemment. Quand on brasse 7-8 000 clients dans la journée, si vous n'avez pas un stand de sushi, vous passez à côté du client. On doit avoir un stand de sushi, c'est plus possible de ne pas en avoir. Bonjour, on a couvert? Au siège de Anna Group, en banlieue parisienne, les ateliers d'innovation tournent à plein régime. Un seul objectif, remplir nos assiettes de toujours plus de sushis. L'idée, en fait, c'est de venir tester les pièces, les nouvelles pièces de la rentrée. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Inari Sushi de passer l'épreuve de la dégustation. Une poche de tofu mariné, fourrée au riz et au poisson cru. Une spécialité confidentielle venue de Kyoto. Waouh, wow. C'est joli, hein. C'est hyper généreux. Ouais. Ça fait une belle pièce. C'est un produit qui est pas mal utilisé aux US et au UK et qui est en train d'arriver en France, notamment dans des restaurants de quartier ou indépendants. C'est une poche qui est moelleuse, avec du sucré salé et on pense qu'il y a un vrai potentiel de tester ce type de produit. Alors, sur la partie visuelle, déjà, on va regarder si c'est joli, en fait, parce que l'intérêt, c'est qu'il faut que ça soit beau et bon. Et puis, est-ce qu'on se projette dans quelque chose où nos consommateurs, ça leur plairait? Parce qu'en fait, on commence à bien les connaître, on sait ce qui se vend sur nos kiosques. Ça se tient bien, hein. On a dit qu'on disait rien. On en parlera après. On a dit qu'on disait rien. Donc, à manger, ça fait gros quand même. Hein. Donc, on note sur 5. Hein. Oui. De 1, pas bien, à 5, super bien.
Et j'avais juste une petite question, tu as prévu de tester d'autres garnitures ou on part vraiment sur du saumon avocat, comme tu disais, comme c'est quelque chose qui est très connu des consommateurs? Pour nous, amateurs français et européens, le saumon cru, c'est un peu comme un doudou. Plus tendre, rassurant, au goût plus neutre que son acolyte, le thon rouge. En fait, nos consommateurs viennent chercher du saumon. Ils sont prêts à avoir plein d'autres types de sushis, que ce soit des sushis végétariens, des sushis avec du thon, mais s'il n'y a pas de saumon, c'est décevant. On a une note de 18,5 sur le Linari au total, avec un visuel à 19, donc vous l'avez hyper bien noté. Bah, très bon produit. Oui, c'est chouette. Ça sent la future pièce permanente. Les consommateurs n'en démordent pas. Ils veulent du sushi à tout prix, à toutes les tables et à toutes les sauces. Les restaurateurs l'ont bien compris. Certains vont même jusqu'au bout du monde pour se former directement à la source. En 2024, le pays du soleil levant a accueilli plus de 36 millions de touristes étrangers, dont près de 400 000 Français. Tous ont traversé la moitié du globe pour venir déguster des sushis traditionnels et découvrir les trésors de la street food japonaise. Au Japon, le sushi a même son université, la Tokyo Sushi Academy. Cette institution accueille chaque année plus d'une centaine d'élèves venus du monde entier maîtriser cet art culinaire ancestral. La partie centrale du thon s'appelle le senaka et la partie supérieure à l'avant s'appelle kami. Et pour les sushis, quelle est la partie la plus chère? L'arakami? Oui, l'arakami. C'est la partie la plus chère que vous pouvez vendre. Vous commencez par couper des tranches de 2 cm, bien droit vers le bas. Coupez toujours en partant de la gauche. Si vous essayez par la droite, ça risque d'abîmer le poisson. Maintenant, à vous d'essayer de couper. Nous avons un nombre limité de places. Actuellement, nous ne pouvons accueillir que 12 étudiants par classe, mais il y a toujours une liste d'attente. Nous recevons de plus en plus de Français, énormément. Sur le banc de touche, Alice, une photographe bordelaise. Elle est inscrite pour l'année prochaine. En cours de reconversion, elle est venue aujourd'hui en repérage. J'ai une grande passion pour la cuisine. J'ai une passion également pour le Japon, la cuisine japonaise. Et c'était surtout justement d'avoir un aspect très traditionnel de comment travailler le poisson. Et c'est pour ça en fait que je suis venue dans cette école et ça donne très envie. Cette académie jouit d'une très grande réputation. À l'international, elle est estampillée comme le Harvard de la gastronomie japonaise. Vous faites glisser le couteau vers le haut avec votre pouce droit. Non, vers le haut, vers le haut. En même temps, si vous continuez à monter trop, ça ne coupe plus. Donc ce que vous devez faire, c'est le rouler avec cette main. Je viens de Berlin, en Allemagne. Je ne viens pas du tout de l'univers de la cuisine. J'étais informaticien avant. J'ai toujours été fan de cuisine japonaise et venir étudier ici à Tokyo, c'était le rêve de ma vie. Un rêve qui a un prix. Chaque étudiant débourse 5 000 € pour 5 semaines de formation et 2 examens. C'est très bien, bravo. Sur la table, un grand absent nous interpelle. Et pour cause.
Dans la baie de Tokyo, il n'y a absolument pas de saumon. Donc le saumon n'est pas un ingrédient authentique pour faire des sushis puisqu'il n'est pas pêché à Tokyo. Mais quand les étudiants vont rentrer chez eux, le saumon sera probablement l'ingrédient principal avec lequel ils devront travailler. Si le saumon est bien un incontournable pour nous occidentaux, il n'a en réalité rien de japonais. Et le pays du soleil levant s'est bien gardé de le dire à ses millions de fans. Derrière cette image traditionnelle se cache en fait une habile opération de marketing orchestrée par la Norvège dans les années 80. Petit retour en arrière. À cette époque, l'absence de quotas et la surpêche vident les filets locaux. D'un côté, le Japon a besoin de poissons, de l'autre, la Norvège en a à revendre. Alors, en 1985, le ministre norvégien de la Pêche lance l'opération Projet Japon, à grands coups de lobbying. Contre toute attente, le succès est fulgurant, à tel point que la Norvège doit rapidement doubler sa production pour alimenter l'Asie tout entière. Aujourd'hui, 90% du saumon frais servi dans les sushis japonais est importé par avion depuis les eaux froides norvégiennes. Mais malgré ce tsunami de chair orangée scandinave, aux yeux des Japonais, le roi des sushis reste le thon rouge du Pacifique. On l'appelle même l'or rouge. À 400 km au nord de Tokyo, le marché de Sendai, la capitale de la pêche. Son port est le plus important du Japon derrière celui de Tokyo. Ici, près de 140 étals proposent chaque jour plusieurs centaines de variétés de poissons jamais vues en Europe. Les poissonniers de toute la région viennent y dénicher les meilleures pièces. Salut, ça va? C'est la plus vieille criée de tout le Japon. Le bâtiment a été construit en 1955. Ça, c'est un poisson haut de gamme, très recherché. Le nom scientifique, c'est l'Akamutsu, mais on l'appelle Nodoguro, à cause de sa gorge noire. C'est un poisson de luxe au Japon, il coûte environ 65 € le kilo. Ah, c'est l'heure de la criée. À 77 ans, Monsieur Suzuki est le doyen des négociants. Il y a bien longtemps que ce qu'il appelle le menu fretin ne l'intéresse plus. Son obsession, il l'avoue au roi du marché, le thon. Celui-là, il est bien, tu trouves pas? Ouais, pas mal. Il le connaît mieux que personne, sous toutes les coutures, et sait déceler les meilleurs spécimens. Moi, ce que je regarde en premier, c'est la couleur. Si la chair à l'intérieur est assez rouge. Ensuite, je regarde s'il y a suffisamment de graisse. Mais surtout, je regarde les yeux. S'il a le regard vitreux, ça veut dire qu'il était déjà mort avant d'être pêché. Celui-ci m'a l'air frais. La chair est ferme, il n'y a pas d'odeur, c'est le top. Et il coûte combien celui-là? On est autour de 35 kilos, donc à peu près 650 €. Mais à Tokyo, c'est encore plus cher. En 2019, un thon de 276 kilos a été adjugé à près de 3 millions d'euros. Sur les marchés, les enchères autour du thon s'emballent très vite. À la criée, c'est un monde à part, impitoyable, avec ses codes et ses effets de manche. Ça veut dire 1500 yens. Ça, 2500 yens.
Monsieur Suzuki doit trouver le juste équilibre, acquérir les poissons les plus qualitatifs sans se laisser emporter par la surenchère. Je les ai eus. Je suis content. J'ai pu acheter une vingtaine de thons pour 35 000 € en tout. Après avoir remporté la meilleure pêche du jour, Suzuki les revendra 2 fois plus cher au restaurant. Pendant 10 ans, le thon rouge a été considéré comme une espèce menacée. Le Japon a alors mis en place des quotas pour limiter le nombre de prises. Ces restrictions viennent tout juste d'être levées, signe d'un léger retour dans les filets. Mais avec le réchauffement des océans, la ressource reste fragile et les prises insuffisantes pour répondre à la demande. Alors, comment ça s'est passé? La pêche n'était pas fameuse. Il faut vraiment aller très loin. Il n'y a plus de poissons là où nous allons. Et pourtant, nous ne pêchons pas uniquement du thon rouge. Pour Monsieur Suzuki, les coupables ne sont autres que nous, consommateurs occidentaux. Le sushi de thon, à part quelques régions, était principalement consommé au Japon. Mais aujourd'hui, avec le succès du sushi et de la cuisine japonaise, une véritable culture du sushi s'est répandue dans le monde entier. La demande a donc augmenté et le nombre de consommateurs a explosé. En France, par exemple, les sushis sont très à la mode. Comment lutter face à la mondialisation? Comment faire face à une demande toujours plus grande? Retour à Tokyo, dans le quartier huppé de Ginza. Chaque jour, de riches hommes d'affaires se pressent pour déguster les meilleurs sushis du pays. Yuki Chizui a 34 ans et les sushis, c'est toute sa vie. Elle en sert tous les jours dans son petit restaurant. Allez-y, je vous en prie. Bon appétit. C'est délicieux. Merci. Merci. Le meilleur que j'ai jamais mangé. Oh, merci. Vous faites des crêpes? Mais c'est français, ça! Oui, c'est un mix de sushi mi-cuit et de galettes bretonnes. J'adore les magazines français, surtout les magazines de cuisine. En les feuilletant, j'étudie le visuel. C'est très différent de la cuisine japonaise. Je trouve ça passionnant. Face à la surconsommation et au manque de ressources, Yuki mise sur la qualité. Des sushis revisités, raffinés, portés par une touche féminine. Elle est la toute première femme maître sushi japonaise. Son combat se joue autant dans sa cuisine qu'à l'autre bout du pays. À la pointe nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido. Yuki s'apprête à jeter un gigantesque pavé dans la mare de l'institution du sushi. Ils arrivent de partout! Génial! Créer un saumon d'élevage exceptionnel, 100% japonais. Du coup, ils font combien de kilos maintenant? Environ 2 kilos par poisson. Et la température de l'eau est à combien? 10 degrés. À partir de 13 degrés, ils deviennent vraiment énormes. Ah ok, super.
En 2020, à New York, j'étais chef sushi. J'ai vu que le saumon était ultra populaire aux États-Unis et dans le monde entier. Et donc, j'ai voulu faire mon propre saumon pour l'exporter. La stratégie de la maître sushi ne se contente pas d'un label Made in Japan. Son ambition, élever un poisson d'exception, l'équivalent du bœuf de Kobe pour le sushi. Un saumon sans antibiotiques, 100% bio et naturel. J'ai élaboré une recette originale pour nourrir mes poissons. C'est une formule à base d'huile d'olive, de pignons de pin, de champignons noirs, de graines de sésame et de pelures de citron bio. Avec ça, le poisson va devenir bien gras. Moi, je pense que ce qui est bon pour les humains est aussi très bon pour les poissons. On sent bien le basilic, c'est super. C'est bon, il les mange. Allez, c'est parti. Ah, il arrive. Ah, je l'ai, super. Après de longs essais infructueux, elle récolte enfin les fruits de son travail. Merci beaucoup. Génial. Oh là 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 là, superbe. La couleur est vraiment belle, non? C'est la première fois que je vois le saumon ainsi, et ça me touche vraiment. Je suis vraiment heureuse, car c'était beaucoup de travail pour y arriver. Et voir le résultat aujourd'hui, c'est comme un miracle. C'est vraiment le meilleur du monde. Aucun doute. Notre prix sera sûrement un peu plus élevé que celui du saumon norvégien. Mais c'est un prix justifié pour ceux qui veulent manger des produits de qualité. Un de mes objectifs, c'est de travailler avec des restaurants très exigeants. Je suis déjà en contact avec une personne en France. La jeune chef en est convaincue, son saumon d'exception séduira la France. Chez nous, le saumon cru est roi. Et nous sommes prêts à tout pour en avoir. Un filon que les restaurateurs n'ont pas manqué d'exploiter, quitte à parfois tricher. En France, depuis les années 90, les restaurants dits japonais pullulent. Beaucoup promettent authenticité et qualité, accessibles à tous. Mais respectent-ils vraiment les produits ? Nous menons l'enquête en caméra discrète. Bonjour. C'est combien Une table pour deux. Deux personnes là. Je regardais juste votre déco, désolé. Ah non, ça va bien. C'est quoi, c'est un projecteur. Ah, d'accord. Et ça diffuse des fleurs de cerisier japonais, c'est ça là? Aucune idée. Je crois que c'est rose. Tous les marqueurs des traditions japonaises sont là pour une vitrine encore plus vraie que nature. Décoration, ambiance, tout y est, sauf dans l'assiette. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander de très typique japonais du coup En vrai, je suis chinois. Ah Il faut demander au cuisinier s'il connaît mieux. Parce qu'il est japonais? Ouais. Non, il est chinois aussi, mais il a appris quelques coups. Là, c'est plutôt chinois. Les nouilles sautées avec du poulet croustillant parce que... Après, les saumons mi-cuits, tout ça, c'est plutôt français. Ah ouais, d'accord. Ok. À Paris, seuls 10% des restaurants japonais sont tenus par des Japonais. Ça, c'est du soja salé avec du sucré. Ok. C'est ce qu'on a en France. Et du coup, en fait, ça se mélange avec du Franchement, la sauce soja sucrée, c'est un crime. C'est juste du sucre, c'est du sirop.
Donc s'il vous plaît, ne demandez plus jamais de votre vie la sauce soja sucrée. Isabelle de Vauglas a vécu 5 ans au Japon. Aujourd'hui, elle est diététicienne nutritionniste, experte de la cuisine japonaise. Ah, ça, c'est bon. Oui, c'est pour monsieur. Merci. Elle nous met en garde en tant que consommateurs. Nous aurions tout faux. Les makis qui sont là, on voit bien, si on le regarde en tranches, il y a quand même une grosse quantité de riz. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ingrédients, riz vinaigré. Voilà, il y a 65% de riz. Voilà, c'est pas d'abord du poisson, c'est d'abord du riz. Le problème, ce qu'il faut savoir sur le riz, c'est que le riz blanc, c'est un riz qui a ce qu'on appelle un index glycémique élevé. Ça veut dire qu'il va nous faire augmenter notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, de façon importante. Et aujourd'hui, on sait que les pathologies, les maladies du siècle, c'est notamment le diabète de type 2 et l'obésité. Oui, c'est du saumon. Alors, le saumon, le problème, c'est que ces prédateurs qui sont en bout de chaîne alimentaire, ils concentrent les métaux lourds, dont le mercure, qu'on sait être un neurotoxique. Donc ça s'accumule et ça va finir par avoir une incidence sur les maladies neurodégénératives notamment. Donc il faut quand même faire aussi attention à la quantité de saumon qu'on va finir par consommer. La faute incombe-t-elle uniquement aux restaurateurs et industriels? Nous croyons aimer, mais comprenons-nous vraiment ce que nous mangeons? Moi, j'ai des patients qui me disent le mardi, c'est sushi. Alors, je dis ok, vous mangez combien de sushis? Je mange 15, 20 sushis. Donc là, les gens, parce qu'on a une image du sushi, un aliment sain, ils vont manger une quantité vraiment très, très importante. Et que finalement, ça commence à faire des calories et du volume, et un peu trop, finalement. Aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé en France que c'est devenu un fast-food. Et comme tous les fast-foods, c'est pas forcément très bon pour la santé. L'authentique trahi par son propre succès. Mais l'histoire d'amour entre la France et la gastronomie japonaise n'est pas terminée. Un nouveau produit à la mode gagne de plus en plus de terrain dans les restaurants. Les ramen. Une soupe de nouilles marinée dans un bouillon avec différentes garnitures, souvent servie avec de la viande, des œufs et ce goût si particulier venu d'ailleurs. En France, l'appétit pour les nouilles explose. Fraîches ou instantanées, le marché a doublé pour atteindre les 118 millions d'euros de chiffre d'affaires. Facile et tentant de surfer sur cette vague où la tendance est explosive. Dans toute cette offre grandissante, un restaurateur s'est lancé un défi. Décrocher un morceau du Japon et le ramener en France. Ici, à 2 pas de la fameuse rue Sainte-Anne, le marché aux poissons de Tokyo a été recréé de toutes pièces dans les moindres détails. Derrière ces étals de carton-pâte, on déguste des bols de ramen de poissons plus japonais que les Japonais. On n'a pas l'impression d'être à côté de Louvre à Paris quand même. C'est dépaysant. C'est inhabituel, donc... Ça met de bonne humeur quand même. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Le ramen, c'est un plat typique pour nos Japonais, pour représenter le pays. Mais ici en France, c'est difficile à trouver. Donc du coup, je suis très contente. Jean-Baptiste Meunier était pilote de chasse avant de plonger passionnément dans un bol de ramen. Pour se rapprocher du ramen le plus japonais, il faut déjà avoir compris la structure d'un ramen. C'est-à-dire qu'il y a 5 éléments qui le constituent, les nouilles, il y a une sauce, il y a le bouillon, les toppings. Et ce qui est important, si on veut respecter ce qu'est un ramen, c'est penser toujours à l'umami. L'umami, c'est ce qui fait saliver, c'est ce qui donne envie de façon addictive de se resservir. C'est la 5e saveur, mais c'est vraiment central. L'umami, c'est vraiment hyper important pour moi. L'umami, ça n'a pas d'équivalent dans notre langue. Après le salé, le sucré, l'acide et l'amer, seul le Japon a su inventer ce 5e goût, une notion abstraite et qui pourtant se ressent très concrètement en bouche. Pour y arriver, Jean-Baptiste a dû jouer les apprentis sorciers.
Alors là, on a nos 4 bouillons. On a les bouillons de sardines et les bouillons de dorade. Et ce qu'on est en train de faire en retirant l'écume, c'est de laisser de la place dans l'eau qu'on a mis pour que la dorade et la sardine, son goût aille dans l'eau et qu'on récupère plus d'umami. Voilà. Votre but, c'est de devenir le prochain roi du ramen en France? C'est très facile de voir ça comme un business et c'est donc de se tromper. C'est vraiment avant tout une passion. Et si on le voit autrement que comme ça, on n'a pas compris le plat. Les chefs au Japon, enfin, en tout cas ceux qui m'ont formé et ceux que je connais, toute leur vie est habitée par les ramen. C'est des gens qui sont hyper fiers en fait qu'on existe ici. Donc il y a une continuité culturelle qui se fait. Et ça, c'est ce qui fait peut-être notre différence dans un bol. Je pense que c'est la sincérité. Voilà, il y a la passion et la sincérité. David, les nouilles, elles sont super. Ah, là, 1 minute, c'est peut-être un poil trop. Ouais, peut-être 50. La passion dévorante de Jean-Baptiste pour la culture du ramen l'incite à ouvrir prochainement un nouveau restaurant dédié au canard. Dans sa quête incessante de l'authentique, il retourne régulièrement à la source de son inspiration. Dans le quartier de Ueno, au nord-est de Tokyo. Ici, la vie sociale se joue sous les gares. Des centaines de mini-échoppes de street food se sont implantées, car pour les Japonais de souche, le plat emblématique n'est autre que le ramen. On le déguste à tous les coins de rue. C'est lui, le véritable incontournable de la cuisine japonaise. Ça, c'est un des plus vieux restos du quartier de ramen. Je crois que c'était ouvert en 1954 ou 6. Et ça représente vraiment le genre de vieux ramen très old school qui existait au Japon à l'époque. C'était hyper intéressant. Et puis tout ce bordel de rue, les câbles électriques qui sont apparents. Là, on entend les trains qui passent. Ça me fascine. Voilà. Ça chamboule complètement l'image qu'on peut avoir du Japon. C'est ce Japon méconnu que Jean-Baptiste veut recréer dans son prochain restaurant. Avec lui, sa co-directrice et son architecte, en quête d'éléments de décor. Et t'as vu, à chaque fois, t'as quand même des méga volumes, hein, Gris. Tu vois, tous les châssis, c'est quand même énorme. Ça, en France, on n'a pas. C'est génial. Ça aussi, vous allez refaire la ventilation? Exactement, on va refaire les ventilations, les châssis. T'as pris ça ou pas? Mais bien sûr. J'en ai pris pas mal en photo aujourd'hui, hein, tu vas voir. Tu vas adorer, c'est certain. Jean-Baptiste se rend au minimum 1 fois par an au Japon. Chaque voyage se ponctue par des retrouvailles auprès de ceux qui lui ont tout appris. Salut, comment ça va? Ça fait plaisir, je suis content de te voir. Nishio est la mémoire vivante des ramen depuis 30 ans. Il possède une dizaine de restaurants à Tokyo comme celui-ci et 10 de plus aux 4 coins du monde. Voilà, c'est prêt. One of the best ramen Ah, l'un des meilleurs ramen au monde. This is so good. C'est vraiment délicieux, parce que c'est le bouillon qui fait tout. C'est comme dans les souvenirs. Mais c'est toujours... c'est très puissant comme goût, c'est très très fort. Alors Nishio-san, c'est un ami qui m'a montré la compréhension de ce qu'était le ramen et sa philosophie, plus que des recettes. Et c'est ça qui est le plus important. Quand je suis venu à Paris, j'ai été très impressionné par son restaurant. C'était encore plus dingue que ce que j'imaginais. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il a plus de culture japonaise que les Japonais eux-mêmes. Pour son nouveau restaurant, et dans sa quête absolue de l'umami, il manque à Jean-Baptiste un ingrédient essentiel. Et c'est à 2 heures de la capitale, en pleine campagne japonaise, qu'il va le trouver. Ce bâtiment a plus de 65 ans. C'est mon père qui l'a construit. Ici, on fabrique de la sauce soja depuis 1688. Monsieur Shibanuma est le dernier gardien de ce patrimoine exceptionnel. Voici la base.
Un mélange de blé et de soja. Préparée à partir de graines de soja fermentées avec du blé, de l'eau et du sel, la sauce soja n'est pas qu'un simple condiment au Japon. Elle est l'âme de la cuisine. Comme le beurre l'est à la gastronomie française. Un trésor conservé religieusement. Tous ces tonneaux sont en bois de cèdre. Et ça, c'est du bambou. Et quel âge ont ces tonneaux? Environ 70 ans. Et le plus ancien, 130 ans. Moi, je suis bourguignon, ça me rappelle pas mal de choses. On a l'impression d'être effectivement dans des caves à Meursault, à Beaune. En fait, ils sont très peu nombreux encore au Japon à utiliser de façon un peu ancestrale ce genre d'énormes fûts. Et là, Shibanuma fait vraiment les choses de façon ultra traditionnelle. Là, c'est un vrai honneur, quoi, et c'est un plaisir de voir tout ça, quoi. Comme le bon vin, la sauce soja est vieillie, entre 6 mois et 2 ans de macération. Là, ce sont les fèves de soja entières qui fermentent. Et la partie noire que vous voyez, ce sont les levures qui agissent. C'est ça qui va donner les arômes et le parfum à la sauce soja. Allez, à toi de travailler, JB. Moi? Pas de problème. Oh, c'est super profond. C'est en train de fermenter et on se dit que dans 2 ans, ça arrivera à Paris pour faire des ramen, donc incroyable. C'est magique. Un futur ramen. Ce type de sauce soja, fabriquée dans des tonneaux en bois, ne représente que 2% de la production mondiale. Et beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne savent pas réparer les cuves. Pour son nouveau restaurant, Jean-Baptiste doit maintenant choisir la sauce soja qui se mariera parfaitement à son ramen au canard. Cette sauce n'a pas été chauffée ni pasteurisée. Elle est crue. Celle-ci est faite à partir de fèves de soja entières, mais elle a été légèrement chauffée. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est plus douce et on sent bien l'umami. Et il y a une petite touche sucrée en fin de bouche que j'aime bien. Moi, si j'étais toi, je mélangerais les 2 sauces pour obtenir un accord parfait. Nous souhaitons que chaque chef trouve une sauce qui lui corresponde. Et j'espère que vous la trouverez. Retour en France. Enfin presque. C'est encore en chantier et pourtant Jean-Baptiste s'apprête à ouvrir son tout nouveau restaurant. Ça va la déco? On est prêt? Comme promis, il a reproduit le quartier des gares japonaises à quelques mètres de la rue Sainte-Anne. Tout y est recréé dans les moindres détails. Rien n'est laissé au hasard. Oignon rouge, c'est bon. Les nouilles, c'est bon. Tout est bon. Fidèle à sa quête d'authenticité absolue, l'amoureux du ramen a appliqué scrupuleusement les conseils du maître des sauces soja. Alors la fameuse sauce soja de Shibanuma, on les retrouve ici. C'est la sauce assaisonnement du ramen. Et j'ai assemblé cette sauce avec une sauce au sel. Donc c'est cette combinaison de tout qui va faire le résultat d'umami à la fin dans le bol. J'espère que tout le monde va être heureux. Et de toute façon, c'est simple. En général, c'est dès la première cuillère qu'on a la réponse. Ohayou gozaimasu! Coucou! Salut Momo! Salut Sophie! Ok, soupe, c'est bon. Tu peux lancer une portion? À table, des amis proches. Pourtant, la pression est bel et bien là. Ça fait trop longtemps qu'on attend ce moment-là et là, on est vraiment... On est en plein dedans, là. Alors, on a du magret de canard
Et là, du tsukudani, c'est un confit d'algues kombu. Omatase washimashita. Subarashi shoyu kamodashi. Première à déguster, Fleur, sa femme et co-directrice. Non, il est vraiment très très bon et je suis hyper émue. Je suis désolée, je peux pleurer. 1, 2, 3, Kanpai! Malgré l'ambiance à la fête, une surprise signée Ingrid, l'architecte, qui renvoie tout le monde directement sous les gares japonaises. Alors c'était un très gros train qui vient de passer. L'objectif c'est vraiment d'être comme là-bas au Japon. On a mangé dans plusieurs petits restaurants où dès qu'un train passe, mais tout s'anime, tout vibre. Je suis profondément français et je suis très amoureux de ce pays que je comprends mal. Et petit à petit, je m'en rapproche. Et donc là, c'est un peu la consécration et c'est à l'image de cette passion que j'entretiens depuis tout petit. Et voilà. Je suis désolé, l'émotion pour un bol de ramen, c'est un peu con, mais c'est cool. C'est cool. Avec un départ si prometteur, la gastrodiplomatie japonaise a encore de beaux jours devant elle. Face à l'appétit gargantuesque de la France pour la cuisine nippone, c'est peut-être la quête incessante de l'authentique qui sauvera cette culture traditionnelle de la mondialisation.